notre route. C'est à nous de nous affirmer les plus forts. C'est à nous de nous faire redouter par tous les moyens. L'exemple de nos soldats, l'exemple de notre chef nous guideront dans cette tâche. Et notre foi à tous mes camarades, comme la justice de notre cause, nous donnera enfin la victoire au chef. Tijdens de nacht van de 17e op de 18 augustus 1944 werden 27 inwoners van Charleroi en omstreken door Rexisten omgebracht. Dit was de grootste represailleactie die tijdens de bezetting door de Reksbeweging werd uitgevoerd. Ze was bedoeld als vergelding voor het doodschieten van de Rexistische burgemeester van Groot-Charleroi, Oswald Anglebin, van zijn echtgenote en van zijn zoon. Dat gebeurde de 17 augustus 1944 omstreeks 1 uur 's middags, precies op deze plek in een bocht op de weg van Charleroi naar Courcelles. Ook de voorganger van Anglebin als burgemeester van Groot-Charleroi, Jean Teugels, had reeds in november 1942 hetzelfde lot ondergaan. Marcel Duquesne, en août 1944, vous étiez le garde-corps de Oswald Anglebin, le bourgmestre de Grand Charleroi. Oui. Et je crois que le 17 août, vous avez accompagné comme garde-corps la famille Anglebin en voiture. Vous arriviez d'où ça? Nous venions de Charleroi. Ah oui. Et vous preniez cette route? Nous prenions cette route et pour aller où? Aller vers Courcelles. Ah oui. Et j'avais déjà remarqué à 100 mètres avant d'arriver à la hauteur du tournant qu'il y avait une voiture Qui se trouvait qui où? se trouvait à peu près à la plaque là-bas. Ah, où se trouve la plaque là? Ah, oui, oui. à peu près, oui. Une voiture en stationnement? En stationnement, et le bonhomme chipotait à la rue arrière, simulant une panne. Ah, oui. Comme notre voiture roulait au gaz à bois, elle roulait très lentement. Très lentement? Oui. Pour prendre la côte? Pour prendre la côte, oui. Oui. Alors, quand notre voiture est arrivée à une vingtaine de mètres de la voiture qui était stationnée près de la plaque, eh bien, un bonhomme est sorti de la voiture, il s'est mis juste au milieu de la chaussée avec sa mitraillette. Dans le tournant, là? Dans le tournant, Ah, oui. oui. Ils étaient 5 résistants. Et ils étaient 3 à faire le guet. 2 autres devaient se trouver plus bas près de leur voiture. Et quand la voiture du bourgmestre est apparue ici dans le tournant, ils ont voulu cerner la voiture. Et dans un premier temps,
le fils qui conduisait a voulu manœuvrer pour faire marche arrière dans la drève. Il n'y est pas parvenu. À un autre moment, j'ai vu le bourgmestre qui avançait son bras, apparemment pour tirer. Oui, mais il était toujours dans la voiture, Il le était bourgmestre. toujours dans la voiture, il ne Oui. branchait pas de la voiture. Et un des résistants qui se trouvait tout près de la voiture s'est agenouillé, près de la portière droite. Et à cet instant-là, un autre résistant est accouru par derrière et a commencé à mitrailler dans la lunette arrière. Et à ce moment-là, j'ai vu une dame qui se protégeait avec un sac. La femme. C'était la femme. Par après, la voiture a retourné, a descendu la pente d'elle-même. Elle a été culbutée dans le fossé. Mais il y avait donc 3 membres de la famille Anglebin, le père, la mère et le Et fils. le fils. Et les 3 ont été tués. Oui. Le fils qui conduisait la voiture a reçu la première rafale de mitraillette dans la gorge. Du fait qu'il s'est renversé, il est tombé sur moi. Il est tombé sur moi et moi, je n'ai plus su faire pas grand-chose comme effort. Oui, mais vous aviez quand même une mitraillette avec J'aurais vous. voulu, oui d'accord, j'aurais voulu saisir la mitraillette, mais comme on la plaçait toujours au milieu des 2 sièges, il m'a été impossible de l'extraire. Mais, et vous-même, vous n'avez pas été touché. C'est-à-dire que moi-même, j'ai reçu la première rafale qui est allée certainement toucher à mort le fils d'Anglebin. J'ai reçu cette rafale dans ma manche, Dans la votre manche manche. de mon veston. J'avais un veston ouvert et j'avais dans ma poche gauche les journaux que je prenais pour moi passer le temps à Charleroi. Alors, Mais et vous n'avez pas été touché par toutes ces balles. les autres rafales, je ne saurais pas vous dire d'où elles sont venues, mais elles ont brûlé mes journaux. La doublure de mon veston était intacte et elles sont repassées sûrement par le pan de mon veston. Mais c'est un vrai miracle, ça. Oui, disons oui, c'est un miracle. Parce que les 3 autres personnes, c'est-à-dire derrière, il y avait Madame et Monsieur Anglebin, Oui. le bourgmestre. Et devant, comme chauffeur, il y avait le fils. Il y avait le fils. Tous les 3 sont morts. Oui. Et vous n'avez pas été touché. Non, je n'ai pas eu même une égratignure. Quand le fils a été touché et qu'il est retombé sur moi, sûrement qu'il a lâché toutes les commandes. La voiture est reculée en arrière et elle est allée se renverser dans un fossé. Je ne vois plus le fossé. De l'autre côté de la route. De l'autre côté de la route. À ce moment-là, les tueurs, je vais les appeler ainsi, les tueurs sont revenus sur la voiture. Ils ont inspecté la voiture et ils ont vu que Mme Anglebin était morte, était touchée à mort. Et en effet, elle était morte. Le fils était tombé sur moi, il était mort. Et alors, moi, ils m'ont sommé de sortir de la voiture. Et comme la voiture était très mal placée, j'ai eu 1000 difficultés pour en sortir. Parce qu'elle se trouvait dans le fossé. Dans Comme le ça. fossé, elle se trouvait dans le fossé. Alors, ils m'ont fait mettre devant la voiture avec les bras en l'air. Et il y avait un type qui me tenait en respect avec un revolver. Il y avait un bonhomme qui me tenait en respect avec un revolver. Alors, ils sont allés, ils ont fait le tour de la voiture. Ils se sont occupés de M. Anglebin, qui, à mon avis, n'était pas mort. À mon avis. Il était touché. Il était touché et ils l'ont tiré de la voiture, tant bien que mal, il était à plusieurs. Ils l'ont laissé tomber sur le gazon, près de la voiture, et ils l'ont achevé à la mitraillette, Pour être certain. pour être certain de l'avoir bien touché à mort. Rijkswachter Duquesne ging in de buurt een beenhouwer vragen de politie, de Rijkswacht en de veldgendarmerie telefonisch op te roepen. Hij zelf was zo geschokt dat hij daartoe niet in staat bleek te zijn. Eens terug op de plaats van de aanslag kwam een auto met 3 riksisten aangereden. J'étais surnommé, tout le monde les connaissait, les tadions les connaissaient. J'étais des pieds nickelés. Les pieds Des nickelés. pieds nickelés, des tueurs
100%. Ils appartenaient à la formation B de Rex, ces trois personnes. Les pieds nickelés appartenaient à la formation B de Rex, oui. Alors, les trois personnes, Eh bien, les trois pieds nickelés sont arrivés. Ils ont reconnu Anglebin. Et tout en wallon, ils m'ont dit ceci. Comment est-ce que tu vis, Côte-Ouest? Oui, mais parlez plutôt français. Hein? Pourquoi? Pourquoi vis-tu encore, toi? Pourquoi tu vis encore? Oui. Alors que M. Anglebin est mort, sa dame et son fils. Et vous n'avez même pas une égratignure. Ça, c'est anormal. C'est anormal. Nous allons vous abattre aussi. Oui. Et en effet, c'était des tueurs à gages. Ils vous tuaient pour un oui ou pour un non. Mais pendant ce laps de temps-là, la police est arrivée, la gendarmerie est arrivée, et les pieds nickelés ont quand même, malgré tout, ils ont hésité à ce moment-là. Mais quand les gendarmes ont été près de moi, les gendarmes, c'était mes camarades, je leur parlais, je leur racontais ce qui s'était passé. Eh bien, les pieds nickelés, ils ont dit ceci. Nous allons zigouiller tous ceux qui se trouvaient ici. Tous les gendarmes? Les gendarmes avaient, je ne sais pas moi, 15, 20, je ne sais pas combien. 15 à 20 gendarmes, oui. Belges, qu'ils allaient tuer? Ah oui, ils allaient les tuer, oui. Hein. Alors, le miracle, il se passe ici aussi. Justement, une jeep de la gendarmerie. Feldgendarmerie. De la Feldgendarmerie. Les Allemands, donc. Les Allemands montaient la chaussée. Parce que le boucher avait prévenu la Feldgendarmerie. Ah oui. Et tout de suite, ils sont venus. Ah oui. Et bouche close au Rexiste. Hein. Il y avait un gendarme qui savait causer très bien l'allemand. Un gendarme belge. Un gendarme belge. Il a expliqué la situation. Et l'officier allemand leur a fait fermer le bec. Ils n'ont plus jamais ouvert la bouche. Anglebin werd omgebracht door een groep van 5 partizanen van het korps 072 uit de Borinage. Uit het actieverslag van hun leider, dat nog dezelfde dag werd opgesteld, blijkt dat hun opdracht er niet in bestond de burgemeester neer te schieten, maar hem te ontvoeren. Pas nadat Anglebin zelf met schieten was begonnen, hebben de partizanen steeds volgens hun eigen verslag het vuur beantwoord. De dood van Anglebin zou dus veel eer accidenteel zijn geweest. Waarom de partizanen hem moesten ontvoeren is niet met zekerheid bekend, maar wel is het zo dat een ontvoering niet zelden de inleiding tot een executie vormde. Van zodra Rex-leider Victor Matthijs het nieuws vernam, besloot hij tot tegenmaatregelen. Hij zou hiervoor de toestemming van de Duitse politiechef in bezet België, Richard Jonklaus, hebben bekomen. L'état-major de Rex, quand je dis l'état-major, ça veut dire en premier lieu Victor Matthijs, qui a reconnu les faits d'ailleurs par la suite, et Lambinon, Collard, etc., de l'état-major, ont pris la décision, donc, n'est-ce pas, de faire des représailles. Bon, ça c'est un point. Ils vont payer cher. C'est ce qui a été dit. Est-ce que j'ai été mêlé à ça? J'étais au front d'Estonie. Depuis 3 semaines, j'ai totalement ignoré l'assassinat, non pas d'Anglebin, comme vous dites, mais d'Anglebin, de Madame Anglebin, du gamin Anglebin. 3. Y compris un petit gamin innocent, une femme qui n'avait rien à voir dans la politique. Mais moi, personnellement, je n'étais mêlé en rien à cette affaire, puisque j'étais pas là. J'étais à plusieurs milliers de kilomètres. Qui a donné la permission alors? L'affaire a été faite par Victor Matthijs, qui était d'ailleurs à ce moment-là le chef de Rex par intérim, qui s'est d'ailleurs très bien expliqué ça, très noblement en conseil de guerre. C'était le point culminant. Ça n'a pas été une représaille comme ça. Il y avait eu, en 5 semaines, 105 rexistes assassinés dans la région de Charleroi. 105. Et en fait de bourgmestre, on avait assassiné avant Teugels, qui est un glorieux combattant de 14-18, un héros magnifique, qui avait été député rexiste et qui était maire de Charleroi. Il avait été assassiné. Il est remplacé par Anglebin, qui était le meilleur des hommes. On le tue, on tue sa femme, on tue son gosse. Alors la moutarde leur a monté au lait.
Ce qui est inouï, c'est que ça ne s'est pas passé plus tôt. Qu'il n'y ait pas eu des centaines de présents plus vite. Soyez bien tranquilles. Si on faisait ça aux communistes, on n'attendrait pas 700 morts avant de réagir. De Rijksisten van Charleroi wachten evenwel niet op de goedkeuring van Matthijs. Vrijwel onmiddellijk gingen de Pied Niclé, de vertrouwensmannen van de advocaat Joseph Pévenas, een van de leiders van de Formation B, op de plaats van de aanslag tot een eerste vergeldingsactie tegen 2 notabelen over. Et après le meurtre sur la famille Anglebin, vous avez vu aussi un autre meurtre, après. Oui, dans le courant de l'après-midi, un camion de charbonnage au Mousseau-Fontaine est descendu, ayant à son bord le directeur commercial Vandenberg. Vandenberg, M. Vandenberg, et l'ingénieur Ligny. Les tueurs Rexistes se sont approchés du camion, l'ont fait stopper donc, et ils ont dit en voilà déjà 2. En voilà déjà 2 pour les abattre tout de suite, quoi. Ça en fait déjà 2, ils ont dit. Bon. Et les ont fait descendre, ils ont dit on est innocents. On a... Alors, monsieur. Il passait donc comme ça. Passait sur la route. Oui. Il passait sur la route. Alors, monsieur Vandenberg a voulu s'enfuir. Et un agent communal qui se trouvait déjà sur les lieux a voulu le retenir en lui disant ne fais pas ça, c'est encore pire. Monsieur Vandenberg, le malheureux, je le dis, le malheureux, il s'est sauvé en remontant la chaussée. Là où se trouve le mémorial, hein? Oui, à peu près, oui. Oui. Bertrand a épaulé sa mitraillette. Il l'a abattu. Bertrand, c'était un des 3 Pied Niclé. 3 Pied Niclé, il l'a abattu en pleine chaussée. Que les balles lui sont entrées par le cou. Elles sont sorties par sa bouche. Il avait toutes ses dents cassées. Alors il saignait abondamment. Il y avait une mare de sang formidable. Et on a voulu le soigner. On voulait le soigner, on voulait le faire rentrer dans une maison. Mais les Rexistes, les Pieds Niclés, ils ont dit qu'on le laisse crever, qu'il crève. Et Ligny alors? Mais Ligny, c'est une autre histoire. Lui, pendant que le Pied Niclé Bertrand tirait sur l'ingénieur Vandenberg, oui. M. Ligny est sorti du camion et il est allé dans le bois. Il n'y avait pas de garage, il n'y avait rien. Non, non. Il n'y avait que le bois. Oui. Et il y avait une maisonnette, peut-être du garde forestier, je ne sais pas. Et quand le garde forestier a vu M. Ligny arriver ainsi en courant, eh bien, il s'est sauvé, tellement il a eu peur. Et Ligny a pu s'échapper, quoi? Oui, il a pu s'échapper. Attention, il est resté longtemps dans une niche à chien. Il est allé se cacher dans une niche à chien. La peur, attention, hein, la peur vous fait rentrer dans un trou de souris, hein. Ah oui. De Pied Niclé werden de 17e augustus 1944 door Pévenas vooral belast met het zaaien van terreur in de kringen van het gerecht en de politie. Verwonderlijk is dat niet. Pévenas was advocaat te Charleroi en had in 1941 een zwaar incident met een collega uitgelokt. Deze had Pévenas kwalijk genomen dat hij in uniform naar het gerechtshof was gekomen. Pévenas had zijn collega enkele klappen gegeven. Als gevolg hiervan werd Pévenas door de Raad van Orde van de Advocaten gedurende 6 maanden als advocaat geschorst en tot 3 maanden gevangenisstraf veroordeeld. Pévenas stuurde zijn mannen eerst naar het Justitiepaleis op zoek naar de procureur des Konings en naar de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg om hen beiden om het leven te doen brengen. Maar die waren beide afwezig. De Pied Niclé staken dan maar de lokalen van de gerechtelijke politie in brand. Hierbij viel 1 dode. Later stichtten ze brand in de woning van de procureur en roofden er voorwerpen ter waarde van 500.000 frank. Nadien staken zij het vuur aan het huis van de schoonvader van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg en aan de woning van de stafhouder van de balie van Charleroi.
maar ook buiten de magistratuur moest nog een hele reeks andere vooraanstaanden door de Pied Nickelé gedood worden. Alors, dès l'après-midi, ils se sont répandus dans toutes les communes du pays de Charleroi pour assassiner les gens, n'est-ce pas, qui étaient sur le testament politique des personnalités rexistes. Les testaments politiques. Oui, chaque dirigeant rexiste, les bourgmestres, les échevins, n'est-ce pas, et les gens comme Pévenas, par exemple, n'est-ce pas, toutes ces personnes avaient un testament politique sur lequel il y avait 20 personnes qui étaient désignées à être fusillées en cas d'accident d'une de ces personnalités rexistes. Bovendien was enkele maanden tevoren door verzetslui een lijst met ongeveer 200 namen van notabelen onderschept geworden. Terecht werd verondersteld dat deze notabelen als gijzelaar in aanmerking kwamen. Sommigen onder hen waren al ondergedoken nog voor de moord op Anglebin. Anderen deden dat onmiddellijk nadat het nieuws van de dood van Anglebin bekend was geworden. Bedoelde lijst was door de rexist Jean Havard aan de leiding van de Reksbeweging gestuurd. Eh bien, la lettre dont je possède cette photocopie, la lettre d'Havard est adressée au chef de la Gestapo rexiste, n'est-ce pas, de la Brigade Z, en disant, voilà, si vous devez sévir contre des adversaires, voici une liste, la liste noire, comme on l'a appelée à l'époque. Voici une liste de gens vers qui votre attention doit se porter en tout premier lieu. Et il y en a ainsi un grand nombre. Et il insiste sur le fait qu'il faut rechercher le plus possible les francs-maçons. Mais il en est d'autres, beaucoup d'autres. Et c'est une très longue liste. Et il y a un addendum à sa lettre, un additif, dans lequel il déclare, maintenant si vous ne pouvez pas les prendre tous, je vous en signale 10, 12 ou 20 qui me semblent particulièrement dangereux. De lijst van Jean Havard werd trouwens gedeeltelijk gebruikt bij het opstellen van lijsten van op te pakken gijzelaars, hoewel ook personen zullen worden aangehouden die niet op deze lijsten voorkwamen en dus ook niets vermoeden. Enkele uren na de aanslag op Anglebin was het trouwens al duidelijk dat het niet alleen bij aanhoudingen zou blijven. Il y a eu vraiment déjà le 17 août des tueries. Oui, il y en a eu beaucoup déjà. Donc ici à côté de chez nous, il y a eu Madame Van Hougarde, qui était une personnalité très en vue dans le pays de Charleroi. Elle était présidente de la Croix-Rouge pour tout l'arrondissement de Charleroi. Donc on a incendié son château et alors on l'a traîné sur la rue, au moins à 100-150 mètres, et on l'a assassiné au bord de la rue. Mevrouw Van Hougarde, met haar meisjesnaam Germaine de Wandre, was 55 jaar. Ze behoorde tot een vooraanstaande familie van industriëlen en bewoonde samen met haar 4 kleinkinderen een kasteel dat op een hoogte stond en van ver zichtbaar was. De hoede over de 4 kleinkinderen was haar toevertrouwd, want de moeder was reeds in 1941 overleden, terwijl de vader in Engeland verbleef. Mevrouw Van Hougarde werd voor de ogen van haar 4 kleinkinderen midden in de nacht weggesleept en kort nadien doodgeschoten vlakbij de plaats waar enkele weken tevoren Jules Yernaud, de directeur van de Arbeidershogeschool, eveneens door rexisten om het leven was gebracht. Het kasteel waarin mevrouw Van Hougarde woonde werd door de rexisten ook nog in brand gestoken en bestaat thans niet meer. J'ai entendu le nom de la famille Bousman. La famille Bousman. Qu'est-ce qui s'est passé avec la famille Bousman? Donc, Olivier Bousman, c'était un de mes amis, et toute une famille que je soignais, donc je suis médecin. Et alors, vers les 4-5 heures, il y a toute une bande de... L'après-midi. L'après-midi, il y a toute une bande de rexistes qui sont arrivés. Je crois qu'ils étaient 5 ou 6.
le premier geste, si je peux m'exprimer ainsi. Ensuite est arrivée une seconde voiture. Pour l'embarquer. Non. Pour le tuer. C'était pour le tuer. Alors, M. Bussmann, père n'étant pas là, ils ont fait descendre donc, sa femme, son fils et sa bru dans le garage ou dans les sous-sols. Et là-bas, ils les ont mitraillés. Alors, ils ont incendié la maison. De zoon Bussmann, 26 jaar, was ingenieur bij de ASSEC-bedrijven te Charleroi. Zijn echtgenote was 24 jaar. Hoogstwaarschijnlijk werden dit echtpaar en moeder Bussmann vermoord omdat de vader Bussmann uit voorzichtigheid niet thuis was gekomen. De familie Bussmann stond in de streek als zeer vaderlandlievend bekend. Terwijl de represailles te Charleroi reeds begonnen waren, trommelde te Brussel de Rijksleiding zoveel mogelijk leden van de Formation B en van de Brigade Z van het departement Sécurité et Information bij elkaar. Onder hen de chauffeur van de staf van Rex, die in tegenstelling tot vele anderen wel bereid was ons voor de televisie te woord te staan. L'état-major avait commandé toutes les voitures pour se rendre à la chaussée de Waterloo, où se trouvait à ce moment-là le grand état-major. Moi, j'étais resté au garage, ici, dans la rue du Miroir, qui était le garage des véhicules. Tout près de la place Roque. Oui. Et j'étais commandé sur le terre pour monter avec le chauffeur du camion qui se trouvait là, avec un fût d'essence de 200 litres, pour nous rendre à la chaussée de Waterloo au 1039. Là, nous avons fait le plein d'essence des véhicules qui se trouvaient là. Et il y avait parmi ces véhicules un chauffeur qui n'appartenait pas à la formation des chauffeurs de la formation B. Et Collard l'a fait partir, l'a fait mettre derrière dans cette voiture et m'a fait prendre sa place. Het is hier, in deze grote villa, op de Steenweg naar Waterloo, dat Matthijs zijn Rexisten toesprak vlak voor het vertrek naar Charleroi. Tevoren had de Rijksleiding te Brussel een lijst met mogelijke gijzelaars uit de streek van Charleroi opgesteld. Dit was gebeurd door Matthijs in overleg met de chef van de staf van Rex, Collard, en ook met de leider van het DSI, Lambinon. De Rex-leiders hoefden slechts te putten uit een lange lijst met de namen van personen die door Rexisten als anti-Duits of ook als anti-Rexistisch waren gesignaleerd. Vous pouvez me donner le résumé de ce qu'il a dit? Et le résumé, il a fait un speech en disant nous nous rendons à Charleroi pour faire des représailles et pour stimuler ces gens. Pour stimuler les gens, oui, si vous voulez, oui. Ah, oui. oui. Pour les stimuler, oui. Et vous êtes parti à Charleroi avec qui dans votre voiture alors? J'avais 3 personnes dans ma voiture. Simenon, qui était le chef de la voiture, si vous voulez, qui était un de l'état-major. Konenmergen Fritz, le noble et... Ah, le noble du SVTB, du service des volontaires. Service des volontaires de travail, oui. Oui. Et je ne sais comment revenir sur le nom. Il y a 40 ans de cela. Hein? Ah oui. Ce n'est pas Van den Plas? Van den Plas, oui, c'est ça. Ah oui. Omstreeks 22 uur, die 17 augustus 1944, vertrok de Rexistische kolonne uit Brussel. Ongeveer 150, met pistolen en mitrailletten gewapende mannen, werden ondergebracht in een 15-tal wagens. Rond middernacht kwam de kolonne te Charleroi aan. Matthijs deelde mede dat er maximum 70 gijzelaars zouden genomen worden. Als een gezochte man niet thuis was, dan moest maar zijn echtgenote worden meegenomen. Vermits ook de vrouw van Anglebin gedood was, moesten immers eveneens vrouwen als gijzelaars
meegenomen worden. Personen die weerstand zouden bieden moesten onmiddellijk ter plekke worden neergeschoten. Bovendien moesten patriciershuizen en kastelen waar de Rexisten een inval zouden doen in brand gestoken worden. De kolonne uit Brussel kwam aldus de Rexisten uit Charleroi versterken voor de grootste represailleactie die tijdens de oorlog door de Rexistische beweging werd uitgevoerd. Quand on est arrivé à Charleroi, là, il y a eu sûrement des rexistes de la région aussi. Quand tout le monde était rassemblé, et il y avait combien de rexistes alors? Oula, il y avait certainement 200 personnes, 150, 200 personnes. Au moins 200 oh, personnes. Oui, oui. Et en arrivant à Charleroi, qu'avez-vous fait? En arrivant à Charleroi, les voitures se sont garées à la file l'une derrière l'autre, à l'avenue du Parc, devant la formation B. Ah, de Charleroi, oui. Les personnalités, je vais dire les personnalités, si ce mot peut s'employer, sont descendues des véhicules et sont rentrés à l'intérieur de la formation B. Nous autres, les chauffeurs, nous sommes restés sur place, nous baladant dans la rue, parlant entre nous, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Vous savez, comme c'est des chauffeurs de taxi, comment ils font, hein, c'est exactement la même chose. Et peut-être 1 heure, 1 heure et demie, ou 2 heures après, parce qu'attention, il faisait noir quand nous sommes arrivés à Charleroi. Oui. On a vu partir des voitures, l'une après l'autre. Moi, j'attendais toujours mon chef de voiture, Simenon, qui est arrivé par après. Et on est parti avec un membre de la formation de Charleroi, la formation B de Charleroi, dans ma voiture, en laissant un... Donc, Simenon, oui. Quelqu'un de la formation B de Charleroi, c'était qui? Qui était René van Weyenberg. De deelnemers werden in een 10-tal groepen ingedeeld die elk naar een aantal adressen werden gestuurd. Zo moesten te Jumet en Gossely 4 vooraanstaanden worden aangehouden. De eerste plaats de politiecommissaris en de adjunct-commissaris van Jumet, de arts Arthur Stilman en de advocaat Léonce Mayence. Comme on me demandait si je connaissais la région de Charleroi, que j'avais dit non, c'est pour ça qu'on m'avait adjoint un qui connaissait la région. Oui. Et j'ai suivi les indications de Van Weyenberg. De Van Weyenberg. Oui. Et on est arrivé à Jumet. À Jumet, oui. Pourquoi faire? Pour arrêter un commissaire de police. Monsieur Delvaux, je crois. Ah oui, Raymond Delvaux, oui. Oui, c'est ça. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a eu... ils sont rentrés au commissariat et on ne connaissait pas Monsieur Delvaux. D'après ce que on a crié, ça a fait beaucoup de bruit. Et à un moment donné, ils sont sortis avec un monsieur en bras de chemise, là, et sans rien sur son dos. Et il est monté dans la voiture et m'a dit, en route pour Charleroi. Ah, oui. On a déposé ce monsieur à la formation B. Et on est reparti, après, de nouveau à Jumet, pour arrêter M. Mayence. Ah, l'avocat, Léonce Mayence. C'est ça, oui. Et les autres, donc, c'est-à-dire Simenon, Van Weyenberg et Van der Plas, il y en a un qui a escaladé une grille, puisque j'étais devant le trottoir, et à le trottoir, il y avait la grille. Et peut-être quelques minutes après, ils sont sortis avec un monsieur. Mayence, l'avocat. Oui. Monté dans la voiture, avenue du Parc. Madame Dantine, vous êtes la fille de Léonce Mayence, avocat à Jumet, que les rexistes sont venus chercher, emmener dans la nuit du 17 au 18 août 1944. Est-ce que vous avez jamais su pourquoi les rexistes sont venus prendre votre père? Pourquoi il était sur la liste noire des rexistes. Des rexistes. Mon père avait fait à plusieurs reprises la contradiction dans l'un ou l'autre meeting de Rex. Était-ce ça la raison de cette liste noire? Était-ce
l'inimitié ou l'esprit de vengeance des jeunes rexistes qui sont venus le chercher. Et tout simplement parce qu'il était une personnalité dans la région. C'est possible. Hein? Est-ce que votre père avait connu de Grelle dans le temps? Oui, il avait fait une partie de ses études à l'université de Louvain avec Léon de Grelle. Combien d'années, je ne saurais pas vous dire. Mais il ne l'appréciait pas beaucoup. Je crois qu'il le considérait, pour autant que je puisse m'en souvenir, comme une tête brûlée. Oui. Alors, dans la nuit du 17 au 18, vous étiez à la maison. Il y avait, je crois, 6 enfants, non? Oui, 6 enfants. 6 enfants. Ils étaient à la maison et je crois que c'est à peu près à 1h40 que les rexistes sont arrivés. Comment ça s'est fait? Comment ça s'est présenté? Nous avons été réveillés par le bruit des portes sur lesquelles on tapait. Il y avait 2 entrées dans la maison et toutes les 2 portes étaient assaillies, du moins me semble-t-il. J'ai entendu alors le frôlement de papa et maman qui descendaient dans l'obscurité. Papa avait aménagé une cachette dans la cave et il s'y rendait au plus vite. Et maman a temporisé pour ouvrir la porte. Dès la porte ouverte, ils se sont précipités en montrant un vague papier disant SS Polizei, mais ils parlaient français, c'était des Belges, probablement. Et ils ont tout de suite poussé les enfants dans une chambre, ils nous ont mis ensemble dans une chambre, ils sont allés dans la chambre de mes parents. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais d'après ce que maman m'en a dit, ils ont passé la main dans le lit en disant, parce qu'ils demandaient où était mon père, on avait évidemment dit qu'il n'était pas là, qu'il était parti depuis longtemps. Et ils ont dit non, il était ici à 5 minutes et vous allez me dire où il est. Ça, c'est le récit de maman. Et ils sont venus chercher ma sœur aînée. Nous étions donc, comme je l'ai dit tantôt, dans la chambre. Et maman lui a dit « Papa est dans le jardin, va l'appeler », voulant ainsi détourner les soupçons de la cave où mon père était caché. Pour quelle raison s'est-il montré? 5 minutes après, il est remonté de la cave. Votre sœur aînée est donc partie au jardin et a crié « Papa, papa », en faisant semblant qu'il avait enjambé les murs. Et à ce moment-là, papa s'est montré. Et alors, 5 minutes après, assez rapidement, papa s'est montré. Il est monté de la cave avec des rexistes, donc c'est qu'il y avait quand même des rexistes dans la cave, mais je ne crois pas qu'on l'avait trouvé dans la cachette où il était. Il s'est montré, a dit à maman un mot, je ne saurais plus dire quoi, et ils sont partis. Oui. Il a été emmené. Est-ce que vous avez une explication pour le fait que votre père s'est montré, est sorti de... Je crois qu'il a craint, en entendant ma sœur appeler dans le jardin, il a craint que maman ne subisse le contre-coup de son absence. Je ne vois que cette explication-là. Vous avez encore arrêté quelqu'un d'autre? Par après, peut-être 1 heure après, on est reparti pour Gosselies. Et vous avez alors... Mais toujours avec un de la formation B qui connaissait les endroits. Ah oui. Moi, je ne connaissais pas Gosselies. Mais il y avait des listes d'otages? Simenon avait une liste avec lui. Ah. Oui. Mais il y a eu donc encore quelqu'un qui a été arrêté par votre groupe? Oui, un docteur, je crois. Docteur Stillman. Ah, Stillman, c'était à Gosselies, ça? C'était à Gosselies, oui. Ah oui. Mais, et c'est tout ce que vous avez fait à ce moment-là? À ce moment-là, oui. Mais, monsieur, je m'excuse, mais chez Mayence, l'avocat, oui. On a volé. Votre groupe a volé. J'ai su ça au conseil de guerre. Et qu'est-ce qu'on a volé? On a volé, je crois, une montre en or. Et alors, chez le docteur Stillman, Simenon est sorti avec un poste de radio. Ah oui. Parce que
Soi-disant, j'avais entendu dans la voiture en retournant vers Charleroi, je lui ai dit qu'est-ce qu'on va faire avec un poste de radio. Mais c'était un poste de radio que nous avons saisi parce qu'il était sur la BBC, enfin pour Radio Londres. Quand nous l'avons ouvert à l'intérieur, il m'a dit il était sur Londres. C'est pour ça que je l'ai pris avec et on est rentré avec à Bruxelles. Ce sont pas il était mis dans le coffre de la voiture arrière. Et... Vous savez ça, monsieur, ce ne sont pas les deux uniques cas où on a volé. Hein. Ah, il y a eu beaucoup de vols, je crois. Oui. Oui. Het is duidelijk dat de Rexisten niet zozeer verzetslui, maar vooral notabelen wilden oppakken die niet als voorstander van de nieuwe orde bekend stonden, zonder de vooroorlogse tegenstanders van het Rexisme te vergeten, ook al hadden die niets te maken met de aanslag op Englebin. Ze zochten inderdaad vooral industriëlen, beroepsofficieren, advocaten, artsen, ingenieurs, leraren aan de Arbeidershogeschool te Charleroi, gemeenteraadsleden, enkele parlementsleden. De kleine helft van de gezochte personen was reeds ondergedoken of na de dodelijke aanslag op Englebin uit voorzichtigheid niet naar huis gegaan. In sommige gevallen werd dan maar een familielid en zelfs dienstpersoneel mee opgepakt. C'était surtout des personnalités en vue, n'est-ce pas, qui étaient visées. Pas nécessairement, faisant partie de la résistance. Non, je ne crois pas. Pas faisant partie, étant favorable à la résistance, certainement, favorable à la résistance, mais ne faisant pas directement partie de la résistance. Il y en avait qui étaient dans la résistance, mais en général, non, c'était surtout les personnalités qui recherchaient, et je ne sais pas si vous le savez, mais les francs-maçons étaient bien classés parmi ces personnalités. Si bien que ce jour-là, n'est-ce pas, il y avait une atmosphère d'épouvante qui régnait dans toute la région et toutes les personnalités avaient fui Charleroi, enfin, juges, avocats, médecins, etc. Tout ça s'était enfoui. Et déjà, depuis plusieurs jours, ces gens-là étaient dans la périphérie de Charleroi, enfin. Je n'ai pas l'impression que ces gens faisaient partie des résistants. Et pourquoi, justement, ces personnes ont été arrêtées? C'était des personnalités haut placées, n'est-ce pas? Et on voulait faire sans doute un exemple pour montrer que voilà, on a bien tué un bourgmestre, eh bien on va tuer un prêtre ou un avocat ou bien un commissaire de police ou enfin tous ces gens. Quand on examine la liste des victimes de la tuerie de Courcelles, on constate qu'il y a parmi eux plusieurs commissaires de police, commissaires adjoints de police, inspecteurs de police, même agents de police. Ça s'explique? Il me semble que les rexistes estimaient que la police carolorégienne était un foyer de subversion, que c'était des gens qui n'avaient pas joué le jeu de l'ordre nouveau, alors qu'ils auraient dû, les policiers, n'est-ce pas, ils auraient dû être les piliers de la nouvelle pensée de l'occupant d'une part, hérité par le rexisme. Ils n'avaient pas été, c'était assez pour qu'ils soient considérés comme des traîtres et des subversifs. Ce qui me frappe, c'est qu'il y avait aussi plusieurs ménagères dans cette liste. Mais les ménagères étaient arrêtées quand leur mari n'était pas là. Vous avez le cas, par exemple, avec plusieurs commissaires de police ou un agent de police. Ah oui. Suzanne Lebas, par exemple. Oui. Ou alors madame qui était donc gouvernante chez l'architecte Simon. Justement, vous parlez maintenant d'Elisabeth de Ridder, qui était gouvernante chez M. Simon. Oui, mais ça n'est pas l'épouse, ça c'est la gouvernante. Eh bien, quand l'épouse n'était pas là, on prenait la gouvernante. Parce que le patron et la patronne n'étaient pas là. Oui. Si moi, je n'étais pas là, ils ont pris mon père, n'est-ce pas? Si ma servante avait été là, ils auraient pris ma servante. L'architecte avait fui. Et à l'aube, la gouvernante est rentrée chez elle pensant qu'il n'y aurait rien. Et ils sont arrivés quelques minutes par après. Et ils ont pris donc cette pauvre femme qui a été assassinée la toute première, et ils ont mis le feu dans le château, du reste. Oui. Où habitait l'architecte? Mais la gouvernante, elle n'avait quand même rien à voir avec la mort d'Englebin? Absolument pas. Absolument pas.
Mais du reste, si je peux vous signaler ça, il apparaît, d'après les déclarations de tous ces gens, de tous ces tueurs, que parce qu'il y avait un groupe venant de Bruxelles, je crois que c'est ce qu'on appelle la police 50, et il y avait la police Merlot de Charleroi. La police de Bruxelles, les tueurs de Bruxelles, les rexistes de Bruxelles, voulaient 100 victimes. Dr. Clotaire Cornet werd trouwens zelf door de rexisten gezocht, maar hij leefde reeds enkele weken ondergedoken. Zijn vader verbleef in het huis van de dokter. Vader Cornet werd aangehouden en tegen alle verwachtingen in weer vrijgelaten. De rexisten bekoelden hun wraak wel op een andere manier. Le 18 août, je n'étais plus chez moi. Donc j'étais parti depuis le 4 août, où j'ai failli être pris par les Allemands qui avaient encerclé la commune ici pour rechercher un poste émetteur que nous avions ici à une centaine de mètres de chez moi. Et donc nous correspondions avec Londres 2-3 fois par jour. Oui, cette commune, c'était Montilly-le-Tilleul. Oui. Et alors, donc, j'ai failli être pris en sortant de la maison où j'étais et là où le poste était, sachant que j'étais en grand danger. Je suis passé par chez moi, j'ai dit à mon père, « Papa, je m'en vais, fais comme moi, ne reste pas ici. » Et je suis parti donc jusqu'à la fin de la guerre. Et votre père? Mon père donc, a été emmené par les rexistes donc, cette nuit dans les champs à 2 kilomètres d'ici. Et pendant ce temps-là, ils ont incendié ma maison. Et mon père est rentré chez lui vers 6-7 heures du matin. C'est alors qu'il a vu que ma maison brûlait. Il est rentré chez lui. De razzia's hadden blijkbaar niet het gewenste resultaat opgeleverd. Te Brussel had Victor Matthijs het eerst nog gehad over 100 om te brengen gijzelaars. Nadien sprak hij er van 70 en tenslotte eens aangekomen te Charleroi sprak hij nog van slechts 30 te dode gijzelaars. 10 voor elk neergeschoten lid van de familie Anglebin. Uiteindelijk brachten de rexisten 21 gijzelaars naar de eerste van een reeks kleine arbeiderswoningen vlakbij de plaats waar Anglebin samen met zijn gezin was neergeschoten. De gijzelaars werden in dit huisje in de zeer enge kelder opgesloten. Onder hen bevond zich de pastoordeken van Charleroi, kanunnik Armigny, die duidelijk als symbool van de katholieke bevolkingsgroep was uitgekozen. Maar misschien was er ook nog een andere reden voor de aanhouding van deze geestelijke. Vous savez, je me suis demandé à l'époque, il y avait tout de même, il faut bien le dire, parmi les rexistes, beaucoup de gens issus du catholicisme. Alors, ils estimaient que leur tâche, je vais presque dire leur devoir, était de venger leurs camarades, comme ils disaient, donc de prendre des otages, et puis de les exécuter. Mais un autre devoir était de leur accorder les services d'un prêtre. Donc, puisqu'on allait tuer ces gens, il était normal qu'un prêtre fût avec eux. C'est le chanoine dont vous me parlez, dont le nom m'échappe en ce moment. Armigny. Oui, Armigny, en effet, qui les a accompagnés. Et puis, puisqu'il avait accompagné les victimes, il ne fallait pas laisser de témoin, il fallait le tuer à son tour. Il me semble que c'est l'évolution d'une pensée évidemment démoniaque, n'est-ce pas? Il y a quelque chose d'authentiquement satanique dans cette pensée-là, mais enfin c'est ainsi que je me l'explique. Mevrouw Janssens, het is nu sedert 1945 dat gij hier zorgt voor La Maison de Martyrs, het huis van de slachtoffers van Courcelles. En dit is dus de kelder waar die 21 personen werden opgesloten, die gijzelaars. Kan u me zeggen wat daar precies gebeurd is in die vroege ochtend van de 18 augustus 1944? Wel, in de nacht die volgde op de moord van de burgemeester Anglebin zijn de rexisten een aantal mensen gaan aanhouden. Ze hebben die in een camionet gestopt en naar hier gebracht om ze hier te komen ombrengen. Als gijzelaars, omdat hun burgemeester dus vermoord was hier. Hè. Ze hebben die doen afdalen in het kelderke.
Ze kregen licht om naar beneden te komen, maar eens dat ze hier waren, werd licht uitgedaan. Je moet weten dat de mannen waren verplicht geweest, op voorhand al, van kousen en schoenen af te doen, om te beletten dat ze zouden vluchten. Er waren verschillende dat ze de broek openscheurd hebben, van onder tot boven. Hier in dat kelderke, ja, eerst, dat was een huis die bewoond was. Dus er was veel in. Die mensen stonden op elkaar. Ze hadden bijna geen plaats om zich te houden. En er was water in die kelder op dat ogenblik. Dus stonden ze daar blootsvoets in. Reeds eerder is gebleken dat niet alle personen die door de Rexisten werden opgeleid notabelen waren. Eén onder hen kwam zelfs louter toevallig in de kelder terecht. En dat was het geval met de 17-jarige Marcel Stoccard, die toen samen met mevrouw Gobbe als enige de slachting te Courcelles overleefde. De 17e augustus 1944 bracht hij per fiets een bezoek aan zijn zuster in een nabijgelegen dorp, hoewel hij een werkweigeraar was en hoewel hij wist dat Anglebin was doodgeschoten. En toen hij omstreeks 8 uur 's avonds te Courcelles of naar Courcelles terugkeerde, werd hij door een van de Rijksdoders voor het lokaal van de DSI, hier recht over de straat, de avenue de Waterloo nummer 50, te Charleroi tegengehouden, die gezien had dat Stoccard op zijn fiets geen taxplaats had. En bovendien, toen hij dan de identiteitskaart van Stoccard vroeg, bleek dat die kaart een strook ontbrak. En dat was meer dan voldoende om hem geboeid in een bovenkamer van de 3e verdieping van het Rijkslokaal op te sluiten. 'S Avonds laat slaagde Stoccard erin zich uit zijn boeien te bevrijden. Stoccard kroop uit een venster, klom via een muurpaal van de elektriciteit op de vensterdorpel van het huis ernaast, stampte er de ruit uit en kwam terecht in de slaapkamer van een bejaard koppel dat daar in een diepe slaap lag. Stijf van schrik begon het koppel luidkeels om hulp te roepen, wat de Rexisten alarmeerde. Stoccard stoof de trap af, naar beneden, de tuin in, sprong een muur over, verstuikte er zijn voet en kwam tenslotte terecht in een wc van een huis in de buurt om zich te verstoppen, waar de Rexisten hem uiteindelijk vonden. Stoccard werd duchtig afgetroefd en bij de andere gijzelaars in de Rue du Parc, in het lokaal van de Formation B van Rex te Charleroi overgebracht. Arrivé là-bas, à la Rue du Parc, on me fait entrer dans une pièce. Qu'est-ce que je vois en entrant? Des gens debout. Les hommes étaient pieds nus et les femmes pas. Ils étaient tournés la figure contre le mur. Ils avaient l'air plutôt, je ne sais pas, comme si on avait frappé dessus. Hein. Oui. Quand je suis entré, directement, on m'a déchiré mon pantalon. On m'a mis à pieds nus. Pourquoi déchirer le pantalon? Je pense que c'est pour qu'on ne puisse pas s'enfuir. Hein. Ah oui, ouais. Il a fait ça avec les autres hommes aussi? Oui, certainement, ah, oui. certainement, parce que vous voyez que les hommes tenaient quand même leur pantalon de cette façon-là. Et alors, à un moment donné, je l'ai regardé, le type qui m'a déchiré le pantalon, et là-dessus, il m'a frappé. Je me suis dit, tiens, on ne peut même pas les regarder. Bon, et je voyais qu'il frappait également sur d'autres hommes quand il regardait. Et comment êtes-vous arrivé ici dans la cave? Eh bien, en ce moment, un moment plus tard, je crois que c'est à l'aube, on nous a fait entrer tous dans un camion bâché. Bon, et là, c'est seulement là que j'ai remarqué qu'il y avait un prêtre. Parce que probable qu'il se trouvait là déjà, mais en entrant, il pouvait être derrière moi, sur le côté, je ne me suis pas aperçu, moi je ne voyais que les gens de face. Hein. Donc nous étions dans le camion avec un prêtre. Et en cours de route, je lui ai demandé, qui êtes-vous? Il m'a dit, je suis le doyen de Charleroi. Bon. Monsieur Armenier, je crois. Hein? Monsieur Armenier, oui. Et déjà, il commençait à réconforter tout le monde. Et il priait. Et il y a un Rexiste, il y avait 2 gardes-corps là-dedans. Il y en a un qui lui a demandé, et pour monsieur Anglebin, vous ne payez pas, monsieur le curé? Et il s'est retourné étonné en disant, comment? Monsieur Anglebin est mort? Il ne savait pas encore. Il ne le savait pas. Et il y a quelqu'un de victime qui a dit, oui, Anglebin a été tué aujourd'hui vers midi avec son fils et sa femme. Ah, je l'ignorais, monsieur le doyen. Eh bien, nous prions pour monsieur Anglebin, nous prions pour tout le monde et pour vous également, qu'il a de Rexis. Onder die gijzelaars was ook meneer Armenier, de pastoor-deken van Charleroi. En dat is eigenlijk voor die mensen een echte steun geweest, dat ze die hadden bij hen. Want die heeft onmiddellijk ingezien wat er ging gebeuren. Op een zeker ogenblik was iemand die vroeg, waar denkt u meneer een deken dat soms naartoe voeren? En dan antwoordde hij,
Ik denk dat we allemaal op weg zijn naar onze lieve Heer. Je moet moedig zijn. En weldra zijn we verlost van de pijnen van deze wereld. En dan zullen we allen weer samen zijn. En eeuwig gelukkig samen zijn bij de Heer. En zo, met die woorden allemaal, rustig, tracht je dat klaar te maken aan die mensen, wat er ging gebeuren. Ensuite, quand on est arrivé à Courcelles, ici, ils ont placé le derrière du camion contre la porte. Alors moi, je n'ai pas remarqué que j'étais dans ma rue, j'habitais ici à 50 mètres. Je n'ai pas remarqué. Au moment que moi je suis entré, je ne sais plus, je suis dans un deuxième ou quatrième, je ne sais plus. Au moment que moi je suis entré dans la première pièce, j'ai aperçu à une table le type qui semblait le chef là-bas, de l'avenue de Waterloo. Et je crois qu'au mois d'après, il s'appelait Struif, quelque chose comme ça. Donc j'ai immédiatement plongé sur lui. Hein? Ça a été ma réaction. Je dis, écoutez, monsieur, vous savez bien que j'ai été arrêté là-bas, cycliste qui n'était pas en règle, et qu'est-ce que je fais ici? Je m'étais échappé. Il ne m'a pas répondu, il m'a seulement fait signe de passer dans la pièce de devant. Bon, je suis passé dans la pièce de devant avec les autres victimes, et il y avait là un homme en mitraillette, il nous a fait descendre dans la cave. Nous sommes arrivés ici dans la cave. Monsieur le doyen était assis juste à l'entrée là-bas, et il avait une dame de chaque côté. Mais s'il fallait dire où les autres étaient, je ne me souviens pas. Et ici dans la cave, monsieur le doyen a continué à réconforter les gens d'une façon vraiment, je dois dire, c'était bouleversant, parce que je ne comprends pas comment... Quand on sait qu'on va mourir soi-même, qu'on trouve tant de paroles pour réconforter les gens. Bon. Dus die heeft geen ogenblik aan zichzelf gedacht. Dus als hij gezien heeft wat dat was, had hij maar één enkele bekommering, die mensen voorbereiden om te sterven. En het is zo met zachte woorden dat hij hen trachtte wijs te maken wat er ging gebeuren. Nee? Omdat het zo klaar worden in hun gedacht. En dan die legde hun uit het voordeel dat ze hadden. Van te mogen zich voorbereiden. Wel bewust zo. Hè. Dan zei hij ook, ja, we moeten bidden nu voor ons geliefden. Maar ook bidden voor degenen die ons kwaad doen. En we moeten ze vergeven, die mensen. En hij had die mensen zodanig voorbereid daartoe, dat er meer dan één, als ze boven gekomen zijn, dus om 6 uur van de morgen begonnen ze de een na de ander zo boven te roepen, dat er meer dan één was die gezegd heeft als ze daar kwamen, want die 2 plaatsen waren bezet, met Rexisten ook. En hele thuis rondom, er waren er 150 waren er hier. Ja. En dat er meer dan één is als ze boven kwamen, die zegden, we vergeven u. Alors, vers le petit matin, on a mis des voitures qui bloquaient, ou des autocars, ou des voitures, ou les deux, qui étaient à chaque coin, à chaque côté de la rue. On a fait tourner les moteurs, etc. Et puis chaque fois, par Lambinon, désigné 2 hommes qui prenaient une victime. La première tirait une balle dans la nuque, et la seconde, une balle dans la tempe, coup de grâce. Bon, voilà. Et chaque fois, pour chaque victime... Il y avait 2 différents. 2 membres donc des I ou oui, brigades, formation B, etc. Formation B, et chaque fois 2 autres. Oui. Vous dites désignés par Lambinon. Par Lambinon. Et les tueurs étaient-ils tous d'accord de tirer? Oh, sûrement pas. Sûrement pas. Mais il y avait une excitation qui régnait surtout de la part de Lambinon, quoi, et ils savaient très bien, eux aussi, qu'ils couraient de gros risques en n'exécutant pas les ordres. Die mensen zijn dus stuk voor stuk boven gehaald en dan zijn ze in de straat door telkens 2 mannen van Rex, 2 verschillende mannen van Rex, telkens doodgeschoten. Ja. En die slachtoffers hier in de kelder hebben dat dan ook telkens gehoord. Ja, die waren hier dus langs het keldervenster, die begonnen ze scheldwoorden te roepen en alles. Ze hebben die ook moreel doen lijden, op die manier. Ze vroegen ook, bid je ook voor Anglebin? En dan was de verwondering, want die priester wist nog niet dat Anglebin vermoord was. Het is zo dat dus hij moest hier komen sterven als gijzelaar en hij wist nog niet dat hij vermoord was. Prenons votre cas maintenant. Selon le livre du Père Lemaire, sous le titre Le massacre du 18 août, vous avez participé au drame de Courcelles en tirant sur le greffier Delin. Exact. Expliquez-moi ça. Eh bien, à un moment donné, donc, les victimes étant extraites une par une de la cave, étant conduites par 2 hommes désignés par Lambinon, à un moment donné, il s'est tourné vers moi, j'étais présent, et il m'a dit, par ici, à ton tour. Je suis parti.
C'était sur ordre, sur place, quoi qu'il arrive. Je suis parti, et à ce moment-là, Lambino m'a rapporté, il m'a rattrapé par la manche, et il m'a dit hey, « Stop, dit-il, donne-moi un peu ton revolver. » Il faut vous dire que j'avais un 7,35, un Colt 7,35. Il m'a pris mon revolver et il m'a donné son 9 mm. Pourquoi? Il voulait que je sois mouillé avec tirer le 9 mm ou quoi. Moi, je ne vois pas, je crois qu'un Colt 7,65, c'est il tire, mais il a voulu vraiment... Oui. Là, c'est peut-être une déformation de l'individu, je ne sais pas, mais de toute façon, c'est ce qui s'est passé. Il a voulu que je prenne un 9 mm. Bon, on est descendu, le gars a tiré une balle, et puis moi, j'ai tiré l'autre. Bon. Vous avez tiré où, vous? Dans la tempe. Ah, dans la tempe. La victime étant par terre, ce qu'on appelle le coup de grâce. Hein. Monsieur Daxelet, vous avez été témoin de la tuerie ici, à côté. Où est-ce que vous vous trouviez? Je me trouvais derrière cette fenêtre. Ah oui. Donc vous avez tout vu, quoi? Je n'ai pas vu abattre tout le monde, mais j'ai vu abattre en particulier une dame, qui était la gouvernante de l'architecte Simon, qui est arrivée en dernier lieu sur les lieux, puisqu'ils ont emmené les victimes pendant la nuit, durant toute la nuit. Elle n'est même pas descendue dans la cave. Ils l'ont simplement fait comparaître ici dans la pièce. Elle est ressortie tout aussitôt. Apparemment, ils l'ont laissé croire qu'ils allaient la sauver. Alors, ils la maintenaient à deux, en la tenant par un bras de chaque côté. Et au moment où elle est arrivée au milieu de la route, un troisième s'est emmené, a pas feutré et atterri dans la nuque. Et elle s'est écroulée au milieu de la rue. Par après, ils ont encore tiré sur cette personne à terre. Par après, on est revenu regarder à nouveau et on l'avait retraîné contre la bordure. Un autre tueur qui remontait avec son pistolet en main s'est à nouveau arrêté et encore tiré. Et par après, ils l'ont jeté dans le fossé. Au même endroit, à côté de l'endroit où se trouvait le chanoine. Par après, on n'osait pas regarder constamment puisqu'on était surveillés. On venait en courant, on regardait et on se sauvait. Par après, à un moment donné, j'ai vu un monsieur sortir et marcher en trébuchant. En somme, il avait ses vêtements déchirés, sa ceinture, ses bretelles, par exemple, qui étaient... Bon. Donc il trébuchait et il le poussait, il le tirait par les bras. Et un tueur qui se trouvait ici, que nous voyions de dos, s'est approché et a tiré aussi dans la nuque. Et ce monsieur a basculé, cette victime a basculé dans le fossé. Et puis ils traînaient leur victime sur un remblai qui était un peu plus bas. C'est-à-dire la victime de l'autre côté de la rue. De l'autre côté de la rue. Leur victime vers un talus. Vers un talus, c'est ça, oui. À un moment donné, on a crié, celui qui s'est échappé, où est-il? Je dis, c'est moi. Montez. Bon, je suis monté. Et quand je suis arrivé en haut, le dénommé Struif et deux autres qui semblaient aussi des chefs, probablement de Bruxelles, je ne sais pas, m'attendaient. Et le dénommé Struif m'a demandé, et alors, explique-nous une fois ce que tu voulais dire quand tu es entré ici. Ben, je dis, écoutez, vous savez bien, je suis le cycliste à l'avenue de Waterloo, je n'ai rien à voir là-dedans, moi, je dis, hein. Vous savez bien, je me suis sauvé. C'est tout à fait par hasard que j'ai été ramassé dans les jardins. Et comment que tu t'es sauvé? Ben, je dis, en brisant la fenêtre de voisin. Ah, vous voyez qui était aux autres? En brisant la fenêtre de voisin. Là-dessus, ils m'ont longé une bonne gifle et me faire descendre dans la cave. Quand je suis arrivé ici, je dis, ça y est, maintenant, je vais y passer, comme tout le monde. J'explique à monsieur le doyen. Oh, il me dit, écoutez, vous n'avez pas été arrêté pour le même motif que nous. Et je crois que vous serez libérés. Racontez à nos familles que... On vous comprend, monsieur. Mais il faut le dire pour l'histoire. Je sais que vous êtes ému, mais il faut le dire. Vous raconterez à nos familles, une seconde. Donc le doyen a dit, vous serez sauvés et vous allez raconter à nos familles ce qui s'est passé. Oui, il m'a dit, vous n'avez pas été arrêté pour le même motif que nous. Et... c'est possible que vous serez libérés. Alors racontez à nos familles que nous sommes morts avec courage pour la patrie. Et pour la patrie et pour les familles. Quelque chose dans le genre-là, je ne sais plus exactement. Hein. Après, le motocycliste, il y a un type habillé avec un casque de motocycliste est descendu. Et je crois qu'il a cité un nom, mais je ne suis pas certain. Il m'a semblé que c'était M. Mayence.
Pour monter? Oui, pour monter. Et cette victime est montée, et immédiatement, enfin, quelques secondes plus tard, on a entendu les coups de feu. On avait donc pleinement réalisé ce qui se passait. Donc les victimes ont entendu les coups de feu, tuant un par un leurs compagnons. C'est ça. Ils étaient certains de mourir. C'est ça. Je ne me rappelle plus, je ne me souviens plus dans l'ordre dans lequel on est monté. Moi, je suppose, il me semble que je suis monté 5e. Et qu'est-ce que vous avez ressenti en entendant les coups ici? Eh bien, en entendant les coups, ben, écoutez, déjà, depuis un moment, on se sentait vraiment, comment est-ce que je dirais, on flottait déjà, on n'avait déjà plus le sens... de la vie. De la vie, hein. Et les coups de feu n'ont vraiment rien ajouté à ça. Les gens sont restés calmes, très calmes. Il y avait bien les deux dames à côté de monsieur le doyen qui pleuraient doucement, mais pas grand-chose. Et c'est suite à l'intervention du doyen que les gens étaient... Je pense que ça a été d'un grand secours, c'est le doyen de Charleroi. S'il ne l'avait pas eu, je ne sais pas, peut-être il y aurait eu une certaine panique, je ne sais pas. Il y a des gens qui se sont confessés. Oui, moi aussi. Et donc, votre tour est passé. Après M. Madias, ils ont dit le suivant. Hein. Bon, je suis arrivé en haut, et là, le type à la mitraillette, j'ai toujours cru que c'était le même qui m'avait arrêté là. On m'a dit que non, mais enfin. Et il m'a poussé vers la pièce de devant. Vous savez, je suis avancé, c'est comme ça que j'ai vu Mme Goup debout dans le coin, la figure contre le mur, et j'ai encore vu le chef de Charleroi assis à la table dans la pièce de devant. Et c'est alors que le ex qui se trouvait sur la porte, qui était un Belge, malgré, il était habillé en allemand, il était habillé en allemand, mais c'était un Belge, on entendait trop bien son accent. Et il s'est adressé au type qui était à la table en lui disant « C'est pas ton homme, ça ». Oui, c'est pas ton homme. Et il s'est redressé, il est venu sur moi, il m'a pris, il m'a poussé dans le coin en me disant « T'as de la chance que j'étais là, hein, Kidé. Ne bouge plus, reste ici, Kidé. » Dat betekende voor Stocknaert de redding. Daardoor was hij een van de slechts 2 personen die hier in de kelder opgesloten waren geweest en als bij wonder aan het bloedbad konden ontsnappen. De andere persoon was mevrouw Gobbe, die het eerst uit de kelder werd gehaald en haar redding te danken dat aan het feit dat ze een van de rexisten kende. Mevrouw Gobbe is ondertussen overleden. Nou, mevrouw Gobbe, die is dan... hoe is die dan ontsnapt eigenlijk? Op een zeker ogenblik heeft ze gevraagd of ze mocht naar het toilet gaan. Hè. En ze is dus weggegaan in de hof. Er is een rexist die meegegaan is. Waarschijnlijk misschien die haar wilde doen ontsnappen. Hè. Ja. En dan is hij teruggekomen. Hij heeft haar achtergelaten. Zo. En ze hebben er niet meer aan gedacht, denk ik. En zij is daar maar van achter... En zij is gebleven. Zij is daar gebleven tot alles gedaan was. En wat heeft ze tot dan? Ze niks meer hoorde. Hè. Dan is stilaan weer gekomen tot aan de straat en is ze gevlucht. Hè. Ja. Is ze gevlucht. Echt, de mensen hier die dan ook begonnen buiten te komen op dat moment, die zeiden dat was gelijk iemand, echt een choc nerveux, dat die heeft gevlucht. Ze wilden dat mensen helpen, maar die meenden dat ze op elk ogenblik een schot krijgen in de rug. Hè. Ja. Ze was verwilderd eigenlijk. Echt verwilderd. En waar is ze heen gelopen als ze buiten kwam? Ze is beginnen lopen, ze weet zelf niet waar naartoe. Die heeft gelopen en op het einde van het spel is ze terechtgekomen in Charleroi. En stadhuis van Charleroi, maar ergens op een tram gestapt. En, Alors, vous avez assisté oui, à la montée des autres. Je ne me souviens que de 2 personnes. Il y en avait peut-être plus, mais je ne me souviens que de 2 personnes. Parce que, je vous dis, on était dans le Vac, hein. On était dans le Vac. Il y a une dame qui est montée avec des cheveux blancs. Je ne sais pas, plus tard, je ne m'a pas dit que c'était Madame Massin, je peux me tromper, mais je ne sais pas. Et cette dame a dit, il doit avoir erreur sur ma personne. Et on lui a dit, avancez, madame. Et elle à ce moment-là, elle a dit, je vous pardonne à tous. Bon. Après, le dernier, ça a été monsieur le doyen. Dus hij had gevraagd dat ze hem zouden houden. Hij zegt dat het toch droef was van huisvaders en huismoeders. Dus te moeten zien sterven. Als ze niks mee te maken hadden. Hè. En zeiden, ja, Anglebijn was ook een huisvader. Dus dan heeft hij gevraagd dat ze hem toch zouden laten tot ten allerlaatste. Opdat hij ze allemaal zou kunnen bijstaan. Hè. Oh ja. Dus als zij dan gekomen is, eerst zijn ze beginnen roepen, waar is de pastoor, waar is de pastoor, zendt ons de pastoor. En dus die is buiten gekomen dan. En als ze kwam, op de stoep kwam, eerst is er niemand die vooruit gekomen is. Van de rexisten? Ja, er is niemand die vooruit gekomen is. Eerst, ze waren gelijk, ze durfden echt het niet aan onmiddellijk. Hè. Il est arrivé en haut de l'escalier.
Et je me souviens très bien qu'un rexiste lui a dit « Et alors, monsieur le curé, vous n'avez plus rien à dire ?» Et il a répondu « Si, je meurs et nous mourrons tous pour que le bon Dieu fasse régner la paix sur la terre et que les hommes s'aiment entre eux. Et je vous pardonne à tous. » Et il est sorti. En dan daarop is er iemand die hem dus het schot gegeven heeft. Hè. Nekschot, ja. Een nekschot. En dan nog in zijn slaap ook nog. En dan nadien, ja. Toen hij gevallen was, dan hebben ze hem de straat overgetrokken. In de gracht gegooid. Tegen een berm rexist, daar, hè? ja. Tegen een berm hierover. Ja. Hierover. Ja. Dan heeft een rexist nog met een mitraillette geschoten over heel het gelaat. En dan met de bajonetten 2 grote steken gegeven in de borst. Ja. Zodat het bloed spatte, echt, helemaal. Ja. En tromde. Ze hebben heel hun woede uitgewerkt dan op hem. Ja. On a traîné les morts vers un talus. Voilà, oui. Et on a encore tiré. C'est mon point de vue à moi, personnellement. On a encore tiré sur des morts. Et alors, retuer des morts, enfin, ils n'ont... C'est ça que je n'ai pas compris, c'est que il n'y avait plus personne qui bougeait. Et à un moment donné, on entend des pétarades, là. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe encore? À ce moment-là, on a cru qu'on était attaqué. Moi, à mon point de vue, je dis, ça y est, on a la résistance. Il y avait tellement de coups. Ah oui, tellement. La mitraillette. Oui, il y a eu les mitraillettes. Ça, c'était les choses qui avaient des mitraillettes. C'était les Allemands, hein. Ce qui était en fait le gros, quoi. Comment les Allemands? Mais les légionnaires, quoi. Ah, les légionnaires, les ballons. Les ballons, oui. C'est eux qui avaient les mitraillettes. Regnard avait une mitraillette, ça je m'en rappelle bien. Est-ce que les rexistes ont encore tiré sur les victimes après leur mort? Oui, certainement. Ça vous avez vu? Certain, oui. Rien que cette personne, je les ai vus tirer à plusieurs. Et ils repassaient dessus, quoi. D'ailleurs, ils étaient, c'est pas beau à dire, mais toutes les victimes étaient en partie déshabillées. Les pantalons baissés, les jupes relevées. Et le corps criblé de balles. Hein. Ils étaient criblés de balles. Ça, c'est certain. Donc, après leur mort, on a encore tiré dessus. Et pour être certain qu'il n'y en ait aucun qui échappe, soi-disant, ils ont tiré. Ils ont tiré certainement des dizaines de coups. Ils étaient percés. Bestial. Parce que nous sommes arrivés quand les tueurs ont quitté les lieux, on s'est hasardé à sortir. À ce moment-là, nous avons vu ici, il y avait une immense flaque de sang et de cervelle. Et alors, tous ces gens avaient été traînés, pour la plupart, dans une prairie, là. Et comme ça n'a duré qu'un quart d'heure à peine, il est certain que les gens, que les victimes, au moment où ils arrivaient ici sur la porte, au moment où on allait les abattre, ils devaient certainement voir d'abord les cadavres étalés là-bas et la dernière victime qu'on venait d'assassiner, qu'on était en train de traîner par les pieds ou par les cheveux. Donc ils devaient voir ça au moment de mourir. Ça, c'est sa dernière vision. Vous parlez de sang et de cervelle, c'était tellement... Oui, on ne croirait pas ça. Les 3 médecins qui ont été assassinés donc en face de ma porte là-bas, eh bien, c'était une porte à ce moment-là. Le sang et la cervelle avaient éclaboussé jusque dans le dessus de la porte. Tout était éclaboussé de sang. Et il y avait une flaque de sang et de cervelle aussi à l'endroit où on les avait abattus. Dus die mensen die hier werden opgesloten, die werden dan buiten gehaald, één voor één. En men trok ze dan, men stampte ze dan naar een greppel hier in de straat. Waar ze werden neergeschoten. Waarom precies op die plaats van die greppel? Ja, natuurlijk. Zo'n 19, de ene na de andere. Er was veel bloedverlies, hè.
Oui, om bloed in de greppel te doen lopen. Heel veel bloedverlies natuurlijk. Et en sortant, vous avez vu quoi? Oui, en sortant, en sortant, j'ai vu des morts, mais vous savez, c'est comme si on rêvait. Hein. Des cadavres. Les cadavres un peu partout, hein. C'était affreux, hein. Affreux. C'était une boucherie inimaginable, hein. Inimaginable. Hein. In totaal vielen tijdens de nacht van de 17e op de 18e augustus in Courcelles en omstreken 27 slachtoffers van de rexistische terreur. Van de ongeveer 150 deelnemers aan de razzia konden na de oorlog een 100-tal geïdentificeerd worden. Van een 30-tal onder hen staat het vast dat ze één of verscheiden personen hebben gedood. Mais vous avez sûrement reconnu ceux qui ont tiré. Il y avait d'abord l'état-major, grand état-major qui était composé de Matthijs, Collard, Lambinon, Simonon, etc. Les chefs de Rex ont tiré le premier. Et c'est eux qui ont montré l'exemple, c'est eux qui ont commencé les premiers. Alors il y avait les légionnaires, Freddy Jacques, Jacques Dupont, Jean Coleman, Albert Regnard, Gustave Orban, il y avait Pierre Pauly, qui était l'ancien commandeur de la Légion Wallonie. Il y avait la brigade Z avec Lucien Pauly, Lorieux, Lambinon qui était le patron. Et alors, différents membres de la formation B de Charleroi, que je ne connaissais pas de nom. Oui. Oui. Croyez-vous qu'on a dû obliger des rexistes à tirer? Je crois qu'ils étaient plutôt portés volontaires. On n'a pas dû obliger? Non. Ce Simenon a aussi tiré, donc votre chef de voiture, il a aussi tiré. Ah oui, oui, parce qu'il est rentré dans mon véhicule, oui. Je veux dire dans mon véhicule, et blanc comme un drap, et alors il soufflait sur son revolver. Pourquoi? Un revolver de... Parce qu'il était chaud, sans doute. Hein, ça. Ah oui. Y a-t-il eu des tueurs qui se sont présentés plusieurs fois pour tirer? J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de retours, de gens qui se représentaient. Mais à un moment donné, Collard a chassé après des gens pour continuer. Na het bloedbad dat zij te Courcelles en omstreken hadden aangericht, keerden de Brusselse rexisten naar de hoofdstad terug. De anderen bleven te Charleroi. Maar op beide plaatsen werd nadien het welslagen van de expeditie door de leiders gevierd. Ils ont fait quoi, par exemple? Oh, ils ont bu le champagne. Ils ont bu du champagne, oui. Oui. Après avoir tué 27 personnes. Des innocents ensemble. Des innocents. Et après, ils boivent du champagne. Oui. A-t-on aussi décerné des insignes? Il y a eu des insignes de sang qui ont été... Insignes de sang? Oui, du sang, oui. Oui, oui, qui ont été décernés, oui. Et qu'avez-vous fait en revenant de Courcelles à Bruxelles? En revenant de Courcelles, je suis passé à la rue de Midi, chercher mon salaire, si vous voulez, puisque j'étais payé comme chauffeur, j'étais payé, oui. Et je suis parti. Et j'ai quitté. Vous avez quitté sans quoi? Donner rien du tout. On m'a présenté une liasse de billets de 1000 francs pour partir en Allemagne, parce qu'à ce moment-là, c'était vraiment les derniers moments de l'arrivée des Alliés, et on m'a demandé si je voulais partir en Allemagne. J'ai dit non. On m'a présenté une liasse de billets de 1000 francs. Monsieur Sossman, qui était le trésorier de la formation B, m'a présenté des billets de 1000 francs en me demandant, tiens, comme ça tu pourras prendre le train ou n'importe quoi et tu pars en Allemagne. Et là, je suis rentré chez moi. Et je me suis camouflé. Caché? Oui. Ah, vous êtes caché? Oui. Pour quelle raison? Oh, pour la raison, pour commencer, j'étais vraiment retourné de cette histoire-là. Je n'en avais jamais d'ailleurs parlé à mon épouse. Et de ce qui s'était passé. Et alors... Vous ne vouliez plus continuer, je ne voulais plus continuer ce boulot? Non, c'était fini. Ça m'a bouleversé dans mon fort intérieur, moi en tant que chrétien, de voir abattre des gens comme ça, comme des chiens. Parce que c'était vraiment des gens qui étaient abattus comme des chiens.
Or, les arrestations n'ont pas montré ce qui allait se passer. On était très serviable avec ces gens, on leur mettait, quand ils étaient en chemise, on leur mettait quelque chose sur le dos. Donc ça ne présageait pas, au moment des arrestations de ces gens, ce qui allait se passer. Vous comprenez? Et alors, quand je suis rentré, j'étais vraiment à plat, comme on peut dire. Hein. De identiteit van de slachtoffers geraakte slechts langzaam bekend. De echtgenote en dochter van advocaat Mayence hebben verscheidene stappen moeten ondernemen alvorens zij konden te weten komen wat er met hun echtgenoot en hun vader was gebeurd. Alors, pour vous autres, les 6 enfants et votre maman, c'était... Est-ce que maman a cru que votre père allait être tué? Maman a espéré contre tout espoir. Elle était rassurée par le fait que c'était des Belges qui étaient venus le chercher. Ah oui. Elle disait, ce ne sont pas des SS, ce ne sont pas des Allemands, des Belges. Il y a de la chance. Ah oui. Il y a des chances qu'ils s'en tirent. Et nous sommes allés le matin de prison en prison pour essayer de voir où il était emprisonné, parce qu'elle a cru qu'il était emprisonné. Et vous êtes arrivé à la prison sûrement de Charleroi, je suppose. À la prison de Charleroi, où la première fois, on ne nous a pas donné d'explication. Et la seconde fois, les Allemands nous ont paru assez émus. Ils avaient plutôt l'air de nous présenter des condoléances, mais ça ne nous a pas... ils nous ont dit, elle est probablement ailleurs. Quelqu'un, charitablement, en nous voyant pour la 3e fois repartir vers Charleroi, nous a appelé, il nous a dit, il faut bien que je vous le dise, qu'il est mort. Eh bien, vous avez revu votre père, madame, après? Oh, très peu. J'étais fort impressionnée. Vous connaissez sûrement le livre qu'a écrit le révérend père Lemaire sur les victimes de la tuerie de Courcelles. Vous avez ce livre? Oui, je l'ai dans la bibliothèque. Et vous l'avez lu? Non. Je dois vous avouer que cette horreur, cela dépassait mes capacités de résistance. Vous n'avez jamais lu ce livre? Non, je dois dire, refuser de... Ce livre me paraît d'ailleurs, m'a-t-on dit, assez réaliste. Et je trouvais que l'horreur dépassait. C'est vrai, cela. Il est très réaliste. Je ne désirais pas. Il répond à la réalité. Oui, mais... Parce qu'il y a toute une... J'ai quand même besoin de croire encore un peu à la nature humaine. Et ça me détruit, des choses comme ça. Maar het bleef niet bij die ene vergeldingsactie te Courcelles. De 24 augustus 1944 werden nog eens 20 gijzelaars te Gosselies terechtgesteld op bevel van Jonkklaus als vergelding voor de dood van Anglebin. Het betrof 20 politieke gevangenen die in de gevangenis van Charleroi waren opgesloten. Bovendien moesten alle radiotoestellen uit de hele agglomeratie Groot-Charleroi worden ingeleverd. Ook werden alle openbare gelegenheden voor onbepaalde tijd gesloten en werd de telefoon er weggenomen. Enkele dagen na het drama ontvingen een aantal notabelen uit Charleroi en ook uit Brussel nieuwe doodsbedreigingen in het geval de aanslagen tegen reksisten niet zouden ophouden. Het pamflet was ondertekend met VM, Victor Matthijs dus, namens La Brigade Rouge. Wanneer een gemeenschap zoals de onze totaal aan haar lot wordt overgelaten door het gerecht, heeft ze moreel het recht, meer nog de plicht, het recht in eigen handen te nemen. Deze spontane rechtspraak kent slechts 1 sanctie, de dood. Wanneer men moet kiezen tussen doden of gedood worden, dan is er geen enkele discussie meer mogelijk. Men doodt. En de reksisten voegden de daad bij het woord. De 19e augustus 1944 schoten de Pied-Niquelets te Marchienne-au-Pont de zoon van een ingenieur dood die ze de 18e augustus niet thuis hadden kunnen vinden. De 24 augustus werd de Farcienne, de echtgenote van een Waalse Oostfront-vrijwilliger, begraven. Ze was door verzetslui doodgeschoten omdat ze als verklikster van de Gestapo werd beschouwd. Als vergelding voor haar dood staken de reksisten het huis van de politiecommissaris van Farcienne in brand en doodden een ingenieur, zijn echtgenote en zijn dochter. Na de begrafenis van een andere door het verzet doodgeschoten reksist staken leden van de Formation B en van de Waalse Wacht de 26 augustus
1944 meer dan 20 huizen te Koeien in brand. En dit is slechts een zeer beperkte keuze uit het Rexistische optreden. Vlak voor de bevrijding vluchten de meeste deelnemers aan de slachtpartij van Courcelles naar Duitsland, maar niet allen. Donc vous n'êtes pas parti en Allemagne? Non. Donc vous vous êtes caché, mais à la Libération alors? J'ai fait la Libération comme tout le monde. Vous avez assisté à la Libération? Oui. Oui. À ce moment-là, vous n'aviez plus peur? Non. Ah. Vous avez cru alors qu'on n'allait pas vous poursuivre? Non. Sans blague. Vous avez pensé cela? Oui. Tiens, c'est drôle, non? Et vous êtes resté libre? Je suis resté libre. Et vous avez travaillé pour l'armée britannique? Oui, pour l'armée britannique, oui. Et ça a duré jusque quand? J'ai passé tout l'hiver dans la forêt de Soignes. Encore? Donc, oui. On arrive à 45 alors? Oui, oui, oui. Et j'ai été arrêté le 11 novembre 45. Le 11 novembre 45? En 45, oui. Mais ça fait plus d'un an après? Oui. Oui. Van einde mei tot begin augustus 1946 moesten 97 Rexisten voor het Belgisch krijgsgerecht terechtstaan wegens hun deelname aan de gebeurtenissen te Courcelles. Uiteindelijk werden 39 doodstraffen uitgesproken, waarvan er 27 werden uitgevoerd. Het is wellicht geen toeval dat er precies 27 deelnemers werden terechtgesteld, namelijk hetzelfde aantal als dit van de slachtoffers van Courcelles. Onder die 27 bevonden zich wel de Rex-leider Matthijs en ook zijn stafchef Collard, maar niet twee andere kopstukken van de expeditie, Lambinon en Pévenas. Die waren op de vlucht. We hebben lange tijd vergeefs naar hen gezocht. Jacques Guyot woonde als jonge journalist het proces bij. Je dois reconnaître que Victor Matthijs, qui était le numéro 1 de Rex depuis que de Grelle se trouvait sur le front de l'Est, pendant toute la durée de ce procès, Matthijs a fait preuve d'une attitude, je vais la qualifier de digne. Il ne s'est jamais exprimé d'une manière lâche. Au contraire, il a revendiqué ses responsabilités. Il a dit la tuerie du 18 août, c'est moi qui l'ai voulu, c'est moi qui l'ai organisé et c'est moi qui l'ai dirigé. Je me souviens même d'une de ses phrases, il a dit à un certain moment, nous nous sommes atrocement trompés. Le numéro 2 parmi les présents était un appelé Collard, qui lui tergiversait, usait de petits arguments, essayait d'échapper à ses propres responsabilités. Il y avait Avare, dont je viens de parler déjà, et ce qui s'est passé chez cet homme, je répète, qui a été condamné à mort à plusieurs reprises. Faut-il qu'il ait trempé dans des crimes à l'époque? Il s'est passé chez cet homme une évolution morale assez peu commune. C'est qu'il s'est alors, mais tout à fait, et paraît-il, de manière sincère, tout à fait repenti. Il a dit à plusieurs reprises, je mérite la peine de mort. À côté des chefs. Oui. La plupart étaient des personnages sordides, des personnages d'une bassesse, une lie humaine, mais vraiment une lie humaine, des hommes capables de tout. Vous parliez d'idéalisme tantôt, mais sans l'ombre d'un idéalisme. Vraiment de petits tueurs de bas étage, comme on doit en recruter un peu dans tous les gangs du monde. Des gens qui avaient peur, qui enfonçaient les autres, etc. Alors, lors des déclarations à l'auditorat militaire, etc.
Il y en avait comme ça. Qui donnaient les noms des autres. Qui donnaient des noms, oui. Moi, j'en ai eu un qui a dit que j'avais tué à Courcelles pour essayer de se tirer un peu d'embarras. Or, il n'y a eu aucune preuve, parce que si j'étais un tueur de Courcelles, je ne serais pas ici à vous parler. Ah, si vous aviez été donc un tueur, oui. Vous ne répondrez non, pas à mes questions. Ah, je ne saurais pas, je vous aurais jamais répondu parce que j'aurais été fusillé. De andere door ons geïnterviewde deelnemer aan de moordpartij te Courcelles, die evenwel tot de doders behoorde en wellicht daarom onbekend wenst te blijven, werd in een apart proces tot levenslange dwangarbeid veroordeeld, omdat als verzachtende omstandigheden rekening werd gehouden met de enkele diensten die hij naar het einde van de oorlog toe aan het verzet heeft bewezen ten einde zijn vel te redden. Hij heeft goed berekend, want zo niet had hij zeker de doodstraf gekregen. Et à quelle peine avez-vous été condamné? J'ai été condamné par le Conseil de guerre de Charleroi aux travaux forcés à perpétuité. Et qu'est-ce qu'on avait demandé comme peine? On avait demandé la peine de mort. Et vous avez eu la perpétuité? Oui. Et mon avocat demandait l'acquittement. Oui. Et les autres chauffeurs, là? Il y a eu des chauffeurs qui ont été condamnés à mort, comme moi, et d'autres qui ont eu 15 ans et 20 ans, et dont 2 ont été acquittés en cours d'appel. Moi, je n'ai pas été en appel. Mon avocat m'avait dissuadé d'aller en appel. Il m'a dit, avec la peine que tu as, tu risques le quitte ou double. Vous avez assisté à l'exécution des tueurs de Courcelles en qualité de médecin légiste. Ces tueurs de Courcelles, ils sont morts comment? Il y en avait quelques-uns qui étaient complètement effondrés, peu. Il fallait vraiment que les gendarmes les portent au poteau. N'est-ce pas? Ils résistaient. Ils étaient affalés, quelques-uns. D'autres résistaient. Oui, d'autres étaient vraiment comme des lions, déchaînés, n'est-ce pas, accusant la Belgique, donc proférant des mots très violents contre la patrie, contre le roi, contre les dirigeants belges, contre toute la Belgique, enfin, dans son ensemble. Ces gens-là étaient fort agités. À peine parvenait-on à les contenir. Tandis que quelques-uns étaient vraiment affaissés, les autres étaient vraiment déchaînés. Il y avait 4 poteaux alignés. On les a fusillés 4 par 4. On les amenait très rapidement. On les ligotait, le dos au peloton d'exécution, avec une pièce d'étoffe fixée à la hauteur approximative du cœur, de manière à ce que les fusils sachent où viser. Et malgré toutes ces précautions, si je puis dire, 2 des 27 victimes ne sont pas morts sur le coup. Ainsi, Collard, le numéro 2, rexiste dont nous avons parlé tantôt, après la salve, s'est mis à hurler. Mais vraiment un hurlement terrible. Puis l'officier s'est approché de lui a donné le coup de grâce. Il y a eu un autre cas, un appelé Jadoul, un garçon de ma région que j'avais déjà rencontré. Aimé Jadoul. Avant la guerre, oui. Chose tout à fait extraordinaire, presque incroyable. Après la décharge, il s'est retourné. Il était encore parfaitement en vie. Et l'officier s'est également précipité pour lui donner le coup de grâce. Et alors il a commencé à se débattre, à bouger la tête dans tous les sens pour éviter ce coup qu'il ne pouvait évidemment éviter. Il faisait partie de cette petite frange de fanatiques, pas du tout repentis. Un geste, que l'on soit croyant ou non, n'enlève rien à l'odieux de la chose. Lorsque le prêtre lui a apporté le crucifix pour qu'il le baise avant de mourir, plutôt que de le baiser, il a craché dessus. Un autre fanatique encore était flamand, peut-être le seul de la bande. Le seul flamand parmi les ballons. Oui, je crois.
Comment en était-il arrivé là? On a dû l'expliquer au cours du procès, mais je l'ai oublié. Lui aussi n'a eu aucun mot de remords, de repentir. Je pense qu'il avait la conviction de se battre pour son peuple, parce qu'il est mort, c'est tout de même assez curieux, il est mort en criant « Leve Vlaanderen ». Estimez-vous, quand on pense au nombre de victimes à Courcelles, oui. Estimez-vous que l'action de Courcelles était à la mesure de l'assassinat du bourgmestre rexiste Anglebin, de sa femme et de son fils? Ça a été l'action la plus maladroite qu'ils aient commise, et la plus idiote. Qui a dit ça? Ça m'a été confirmé par la suite par Victor Matthijs lui-même, alors qu'il acceptait d'en porter seul la responsabilité. Et pourquoi cette expression? Parce qu'il s'est rendu compte, mais beaucoup trop tard, que c'était une erreur monstre, hein, manifeste d'avoir fait cette histoire-là. Hein. Il s'en est rendu compte, vous savez. Et pourquoi ça? Pourquoi ça? Mais parce que normalement, il engloutissait toute une série de gens avec lui, donc n'est-ce pas, qui avaient participé. Hein? C'était vraiment presque, je dirais par avance, condamné, une série d'individus. C'est une affaire qui a été très dure pour moi, pour commencer. Et je me demande encore maintenant à quoi ça a servi d'avoir tué ces gens. J'admettrais, on tuait bien des rexistes, etc., pendant la guerre. Il y en a eu qui ont été tués, mais pourquoi ont-ils été tués? Parce qu'ils dénonçaient des gens. Or, ces gens qui ont été tués là à Courcelles, ce n'étaient des gens qui n'en pouvaient rien, qui n'étaient pas mêlés, je suis sûr, à la politique. Ce n'étaient pas des résistants non plus, parce que ces résistants, ils n'étaient pas là, ils n'étaient pas chez eux pendant la guerre, n'est-ce pas? C'est ça que je ne comprends pas. Ça a été fait, certainement qu'on a forcé cette chose. Comprenez, M. de Wilt, c'est une chose, on avait fait des listes, ils avaient fait des listes à l'état-major, mais justement, on a voulu frapper à la tête pour montrer des exemples qui n'ont servi à rien du tout, parce que la guerre, qu'est-ce que c'est? Tuer des gens, c'est tout ce qu'on voit.